Chers collègues, chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de l'Académie de chirurgie. Nous allons commencer malheureusement par évoquer le décès le 12 novembre de Pierre Cubertafond, notre collègue de Limoges, qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il aura une notice qui sera faite probablement par Jacques Barbier et Claude Huguet, qui l'ont bien connu et qui évoqueront sa vie et sa mémoire devant nous. Je vous demande, en mémoire de Pierre Cubertafond, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Jacques Poileux, qui va faire l'éloge de quelqu'un que nous avons tous connu et aimé, Jean-Daniel Picard. Et je donne la parole à Jacques Poileux. Merci, Monsieur le Président. Le fabuliste a écrit « La mort ne surprend pas le sage. Il est toujours prêt à partir ». Ce que fit Jean-Daniel Picard le 10 décembre 2013, après de nombreux mois de souffrance. André Malraux a écrit que la souffrance n'a de sens que quand elle ne mène pas à la mort. Elle y a mené notre confrère. L'évocation de sa mémoire rappelle les souvenirs et ranime les émotions. Issu d'une famille juive alsacienne, il est né le 4 février 1927 à Lausanne, où ses parents s'étaient expatriés pour éviter à leurs 8 fils de faire un service militaire en Allemagne. Pour des raisons familiales, ils reviennent à Paris, où Jean-Daniel Picard commence sa scolarité au collège Chaptal. Le déclenchement de la guerre impose un exode qui mène toute la famille en Bourgogne, à Lyon, au Mont-d'Or et enfin à Perpignan. La fin de la guerre leur permet un retour à Paris où il termine ses études secondaires. Bachelier, il s'inscrit à la faculté de médecine. Il veut être chirurgien. Il l'a dit à Jean Nathalie, qui le rapporte dans le bel hommage qu'il lui a rendu au Collège français de pathologie vasculaire au printemps 2014. Il fait son premier stage chez Henri Mondor, sous l'autorité de Claude Olivier et avec Jean Forel comme interne. Cela ne pouvait que le conforter dans son choix de devenir chirurgien. Nommé à l'externat des hôpitaux de Paris, il est affecté dans le service de Madame Bertrand-Fontaine, à qui, par devoir de reconnaissance et de respect, il voue toute sa vie une admiration sans borne. L'échec à l'internat des hôpitaux de Paris le marque pour la vie, car il ne lui permet pas la carrière de chirurgien dont il rêve. Il s'oriente vers la gastro-entérologie, spécialité qu'il juge proche de la chirurgie. Il est qualifié en 1956. Pour s'assurer une formation plus complète, il présente un diplôme de radiologie comme à l'époque le faisaient les gastro-entérologues. Il l'obtient en 1957. Ce choix et le hasard bouleversent sa carrière et font de lui l'homme que nous connaissons. Il suit avec succès la voie hospitalière, qui le mène en 1961 à la nomination d'électro-radiologiste des hôpitaux de Paris. En 1963, il devient maître de conférences agrégé et en 1972, directeur d'enseignement clinique à la faculté de médecine Paris-Ouest. Après avoir exercé à Broussais et à Gustave-Roussy, il s'installe en 1968 à Foch, où il est d'abord responsable de l'unité d'angiographie, puis chef du service de radiologie générale. Il y rencontre Claire, infirmière dans le service de radiologie vasculaire.
À partir de 1973, leur vie commune est faite de réconfort mutuel et de partage d'intérêts professionnels et extra-professionnels. Vous l'avez, chère Claire, accompagnée avec fidélité et dévouement durant les difficiles moments de son accident vasculaire cérébral et de ses suites si pénibles. Dans l'ensemble, Jean-Daniel Picard est peu disert sur sa vie familiale. Mais pendant un voyage académique au Mexique, je l'ai entendu parler avec émotion et fierté de ses deux enfants, Laurence et Denis, dont je salue la présence aujourd'hui. D'un naturel curieux, il cherche l'innovation, persuadé que le progrès technologique est un moteur puissant de l'évolution de l'humanité. La radiologie lui permet d'y participer activement. En bien des domaines, il est là un précurseur. Ses travaux scientifiques intéressent toute la radiologie. Ses 400 publications, je ne suis pas exactement sûr du chiffre, se répartissent en des travaux brefs et précis et en des monographies qui lui permettent de développer plus en détail tous ses travaux et les conséquences qu'il en tire pour les malades. Son long séjour à l'Institut Gustave-Roussy lui fournit une expérience considérable sur les données radiologiques du sein. Aux grandes dames des chirurgiens, qui ne lui en veulent pas, il préconise la ponction, qu'il réalise lui-même, plutôt que la biopsie, pour établir ou éliminer le diagnostic de cancer. Le système lymphatique, difficile à étudier, retient son attention. Pour le pacifier pendant plusieurs semaines et en permettre ainsi une étude approfondie, il utilise le premier, un produit liposoluble. Ses travaux sur la circulation lymphatique dans les hémopathies, les cancers, la maladie chileuse font autorité. Il est persuadé de l'existence d'une telle circulation dans le névrax. Les anatomistes et les physiologistes s'opposent à lui, qui ne peut apporter une preuve indiscutable de ces affirmations qui, avec le temps, s'avèrent erronées. Dès 1958, la pathologie vasculaire le passionne. La phlébographie qu'il développe permet l'essor de la phlébologie. L'opacification du système veineux est progressivement remplacée par des méthodes moins invasives qui permettent d'étudier les flux de façon dynamique et de guider les choix thérapeutiques. Les artères retiennent particulièrement l'attention de Jean-Daniel Picard, qui, après avoir opacifié celles des membres par ponction directe et les autres, en particulier les coronaires, par cathétérisme sélectif, conseille l'angiographie par résonance magnétique nucléaire et le PET scanner. Sa prédilection pour la radiologie vasculaire le conduit naturellement vers le Collège français de pathologie vasculaire, fondé en 1966, avec comme premier président René Fontaine et comme secrétaire général Claude Olivier. Il est élu au conseil d'administration en 1968. En 1976, il est président du congrès annuel. Les années suivantes, il est secrétaire général et à partir de 1990, président. Il le restera jusqu'en 2002. Les congrès sont l'occasion pour lui de recevoir des personnalités non médicales incontestées, comme ce fut le cas de Jacqueline de Romilly de l'Académie française, de Claudie Aigneret, astronaute. Elles donnent chacune à sa façon un lustre particulier à cette grande séance. Toute sa vie professionnelle est motivée par la recherche permanente de l'efficacité, qui passe par la qualité du travail de l'équipe au service du patient, qualité de l'image, qualité de sa rigoureuse interprétation, qualité de la relation médecin-malade, sont les trois caractères majeurs auxquels il attache une importance capitale et que l'on retrouve dans les nombreuses communications faites dans les grands congrès internationaux et dans les enceintes académiques prestigieuses. La réputation de notre confrère est mondiale. Il est ainsi élu membre d'honneur de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie médicale du Brésil et de la Société de chirurgie de Pologne. Sa notoriété est bien sûr grande en France. La reconnaissance de la nation lui est acquise par la distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur. Sa promotion au grade d'officier lui est signifiée avec des mots chaleureux et un hommage appuyé par le président du Sénat de l'époque, Christian Poncelet. L'honneur et le bonheur de Jean-Daniel Picard sont d'être élu membre libre de l'Académie de chirurgie en octobre 1978
Gilles Edelman étant secrétaire général et Jean Baumann président. Il est certainement l'un des plus assidus à nos réunions hebdomadaires, au cours desquelles il intervient souvent. Ses propos sont toujours frappés de la raison et du bon sens. Il organise des séances thématiques qui lui permettent de tenir ses confrères chirurgiens au courant des progrès de la technologie en leur apportant des explications précises et claires. En 1984, il est élu à l'Académie nationale de médecine. C'est au début de la séance du 8 janvier 2008, présidée par Marc Gentilini, qu'il présente les premiers signes cliniques de l'hématome capsulo-thalamique droit, responsable d'un déficit sensitif, superficiel et profond de l'hémicorps gauche, rapidement douloureux. Ce syndrome de Déchirine-Roussy l'emportera 6 ans plus tard. L'homme est combatif, tenace, exigeant, obstiné, ce qui explique sans doute son caractère parfois difficile, qui peut le conduire à l'emportement excessif. Il en est conscient et le met bien en évidence dans son opuscule intitulé « Un rebelle aux arrêts de rigueur », édité en 2010 par sa fille Laurence Lecomte, dont la belle introduction est un admirable hommage filial. D'une intelligence lucide, respectueux des différences, il a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Il est bienveillant dans l'accueil des méthodes et théories nouvelles dont il apprécie les résultats avec rigueur. Son esprit, inlassablement curieux, l'incite au voyage. Il y mêle l'utile à l'agréable, le travail à la détente, le perfectionnement dans le savoir au développement des relations. Il en revient, plein d'usages et raisons, la mémoire riche de souvenirs. Ses intérêts hors la médecine sont nombreux, variés et culturellement essentiels. La culture, il le sait, n'est pas un ornement, mais un élément fondateur de l'évolution de la civilisation. Il se passionne pour les vitraux, qui font la richesse de beaucoup d'édifices religieux qu'il ne manque pas de photographier pour la plus grande satisfaction de ses amis. Un déplacement de notre compagnie à Besançon lui fait découvrir la merveilleuse pharmacie de l'hôpital Saint-Jacques. Subjugué, il fait le choix d'étudier les locaux historiques de ce genre disséminés sur le territoire. L'aboutissement est la publication en 2004 de son excellent livre « Voyage vers les apothicaires françaises ». Les photographies y sont splendides, le texte concis et précis. Ce livre témoigne de ce que furent les pharmacies hospitalières. Ainsi, pour elle, Jean-Daniel Picard devient historien du beau. Dans un genre différent, il se fait analyste des prix Nobel de pensée française. Les 74 biographies réunies dans ce livre, publié en 2008, permettent, comme l'a écrit Jacqueline de Romilly dans la préface, de vérifier, de préciser, d'admirer ce qui a conduit chacun à un pareil accomplissement. La situation personnelle de Jean-Daniel Picard depuis son accident vasculaire cérébral lui fait mieux comprendre les souffrances des autres. La rencontre avec un excellent kinésithérapeute non-voyant à la suite d'un accident de motocyclette lui fait découvrir les ressources insoupçonnables de l'être humain. La vue, écrit-il, est l'un des sens médiateurs au monde. Elle place l'homme en rapport direct avec le monde qui l'entoure. Les non-voyants ne sont plus dans le même monde que les autres. Rien ne peut leur prouver leur existence. Ce terrible mais réel constat l'incite à un travail de recherche sur les célébrités non ou malvoyantes. Il en tire un livre, L'Odyssée des prestigieux non-voyants, édité encore par sa fille en 2013, quelques semaines avant le dernier départ de notre très estimé confrère. Tel est le modeste reflet de la vie de Jean-Daniel Picard, radiologiste par défaut, disait-il, mais pour nous, brillant et précurseur dans les 3 domaines qui furent au centre de son activité, le sein, la circulation lymphatique et les vaisseaux sanguins. Par ses travaux, il a acquis une reconnaissance internationale. Passionné par ce qui l'entourait, il s'est intéressé à des sujets non médicaux qui témoignent de son érudition et de sa culture. L'homme persévérant, tenace, parfois entêté, mais toujours disponible pour son entourage, était, par sa recherche de l'innovation, un pionnier de l'imagerie moderne dont il a suivi avec passion le développement.
Derrière le radiologiste, capable d'inventer et de créer par des initiatives mesurées, se cache un homme d'art et de lettres, un historien passionné, un écrivain qui sait utiliser les bons mots pour désigner les choses ou caractériser les pensées humaines. La mort est le but et le sommet de l'aventure de la vie, a écrit Jean d'Ormesson. Celle de Jean-Daniel Picard laisse un vide au sein de notre compagnie qui appréciait beaucoup l'homme et le radiologiste. Par mon intermédiaire, elle vous assure, mesdames, messieurs, de la sympathie des chirurgiens académiciens. Merci Jacques pour ce très bel hommage. Je vous propose quelques minutes d'interruption de séance.